Vous avez peut-être vu sur la chaîne des vidéos sur le jeu Space Marine 2, mais vous n'avez pas compris grand-chose de l'univers? Cette vidéo est faite pour vous. Dans ce premier épisode de Deep Lore, je vais vous expliquer toutes les bases pour comprendre le contexte du 42e millénaire, en centrant cette vidéo autour de l'Imperium, l'Empire galactique des humains, qui est la faction centrale de cet univers. Vous allez ainsi comprendre comment est né l'Imperium, comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui, et qui sont les Space Marines, l'armée la plus célèbre de l'Imperium, même si c'est loin d'être la seule. La première chose à comprendre, c'est que le 40 000 de Warhammer 40 000, que j'appellerai 40K à partir de maintenant pour aller plus vite, signifie 40 000 ans dans le futur. Cela veut dire que c'est un univers qui est censé se passer dans notre réalité, mais simplement dans le futur. Pour être encore plus clair, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous comme moi, ont existé dans l'univers de 40K, mais en l'an 2024, alors que actuellement, le présent de 40K se situe en l'an 42 000. Une question se pose immédiatement. Mais que s'est-il passé entre l'an 2024 et l'an 42 000? Nous allons donc étudier les différentes périodes qui s'étalent depuis la création de l'Imperium jusqu'à son état actuel. Et afin d'être exhaustif, on va partir de l'an 2024, année de publication de cette vidéo. L'âge de Terra. Il reste peu d'informations sur cet âge, en dehors du fait que c'est dans cette période que l'humanité a fait ses premiers pas dans l'espace afin de conquérir le système solaire. La Terre, qu'on appelle Terra dans cet univers, est devenue le centre du domaine spatial humain. Et la première planète à avoir été terraformée fut Mars, transformée en un bastion d'innovation technologique et scientifique. L'âge de la technologie. Cet âge est également appelé l'âge d'or de l'humanité, car c'est celui qui a vu les humains atteindre le sommet de leur progression à travers les galaxies. Le premier événement marquant de cet âge est l'invention des moteurs Warp. En effet, dans chaque univers de science-fiction, la question du voyage interstellaire se pose toujours. Dans l'état actuel de la science, la vitesse maximale existante est la vitesse de la lumière, soit 300 000 km par seconde. Ce qui paraît rapide, mais à cette vitesse, les voyages entre étoiles peuvent prendre des centaines, des milliers, voire des millions d'années. Cela me permet de faire un aparté pour vous expliquer un concept central de 40K, à savoir le warp. Il faut savoir qu'il existe deux dimensions différentes dans 40K. La dimension normale, qu'on appelle aussi le matérium, et le warp, qu'on appelle aussi l'immatérium. Si le matérium obéit aux lois de la physique, l'immatérium n'en a cure, et suit ses propres lois. C'est une dimension où l'espace et le temps n'ont aucun sens, aucune attache, et y entrer est la certitude d'en sortir complètement démembré, d'en sortir 5000 ans plus tard, voire même de ne jamais en sortir. Cette dimension est d'ailleurs le domicile des entités qu'on appelle les dieux du chaos. 4 êtres surpuissants, se menant une guerre sans merci, ayant chacun une armée de démons à sa solde, et dont le seul but est d'envahir le matérium et de répandre la mort et la désolation partout sur leur chemin. Ce qui nous amène à l'invention des moteurs warp, qui servent à ouvrir une faille dans la réalité afin de passer dans le warp avec des vaisseaux spatiaux. Alors évidemment, d'après ce que je vous ai dit, cela semble être une très mauvaise idée. Mais il y a 3 raisons qui font que c'est une solution de voyage viable, et d'ailleurs la seule méthode de voyage interstellaire pour les humains. Premièrement, les vaisseaux sont entourés d'un champ protecteur appelé champ de galère, qui permet de créer une bulle de réalité autour du vaisseau et d'éviter qu'il ne soit détruit par l'influence du warp. Par contre, si jamais le champ de galère se désactive, le vaisseau est pratiquement toujours condamné, assailli par les démons et les forces incompréhensibles qui habitent cette dimension. Deuxièmement, les humains ont créé une sous-espèce d'êtres humains appelés les navigateurs, qui ont pour particularité d'avoir un troisième œil au centre du front, œil qui leur permet de se repérer dans les courants du warp et ainsi de se déplacer de manière précise vers une destination donnée. Enfin, le warp a une particularité. Tout déplacement fait dans le warp est bien plus important qu'un déplacement similaire fait dans le matérium. Il faut voir ça comme le Nether dans Minecraft.
Pour ceux qui connaissent, chaque bloc marché dans le Nether correspond à 3 blocs marchés dans la dimension normale de Minecraft. Et ainsi, on peut utiliser le Nether pour voyager rapidement d'un point à l'autre. De la même manière, un voyage qui prend plusieurs siècles dans le Matérium ne prendra que quelques semaines dans le Warp, ce qui a permis de coloniser tout un pan de la galaxie qui serait hors d'atteinte si on s'en tenait au moteur classique. C'est donc l'invention des moteurs Warp, vers l'an 15000, qui signe le début de l'âge d'or de l'humanité, marqué par une conquête des étoiles sans précédent et la création de multiples technologies dépassant l'entendement, telles que des armes capables de détruire des planètes ou encore des armées de robots impitoyables appelés les hommes de fer. Les mondes humains étaient gérés par des intelligences artificielles chargées de transformer les planètes colonisées en paradis luxuriants, et aucune espèce alien dans la galaxie ne pouvait rivaliser avec l'humanité. Cet âge d'or prendra fin vers l'an 25000, quand l'espèce humaine fit face à une évolution inattendue avec l'apparition des Psykers. Un Psyker, c'est un humain ayant une présence très puissante dans le Warp. Il faut savoir que tous les humains ont une présence dans le Warp, comme une étincelle qui représente l'individu au milieu du chaos de l'immatérium. Les Psykers, au lieu d'être des étincelles, sont plutôt des feux flamboyants au milieu du Warp. Cela leur permet de manipuler les énergies de l'immatérium afin d'utiliser toutes sortes de pouvoirs. Par exemple, lancer des éclairs psychiques, communiquer par la pensée, ou encore soigner des blessures mortelles en une fraction de seconde. En revanche, l'éclat de la flamme que représente le Psyker attire les démons comme des mouches. Et s'il n'est pas entraîné pour résister à leur influence, un Psyker constitue une porte d'entrée vers le Matérium idéale pour les démons, qui peuvent passer à travers lui pour répandre la destruction. Ainsi, l'apparition de nombreux Psykers entraîna la chute d'innombrables mondes alors que les démons déferlaient dans la galaxie, répandant avec eux des tempêtes warp qui empêchaient toute forme de voyage sur leur sillage, isolant ainsi de nombreux secteurs. Au même moment, les hommes de fer se rebellèrent contre leur maître humain, ce qui entraîna une guerre qui vit des milliards de morts. Tous ces facteurs conjoints eurent pour conséquence la fin de la domination humaine de la galaxie et le début d'un nouvel âge. L'âge du conflit. Également appelé la longue nuit, cet âge consiste en la lente déchéance de l'humanité qui avait débuté à la fin de l'âge précédent. Les mondes, maintenant isolés par les tempêtes warp, étaient livrés à eux-mêmes, et ceux qui n'étaient pas autosuffisants s'effondrèrent. Pour ceux qui étaient riches en ressources, ils furent le théâtre d'affrontements brutaux entre différents chefs de guerre qui voulaient se partager les miettes restantes. Ainsi, l'humanité passa d'une espèce dominant technologiquement la galaxie à une espèce isolée, réduite à l'état de tribu et dominée par l'obscurantisme. Terra elle-même ne put échapper à ce sort funeste et vit s'affronter à sa surface diverses tribus de techno-barbares, des individus obéissant à un système féodal mais possédant encore des armes de l'âge d'or, ce qui le rendait extrêmement dangereux. Cet âge marqué par la régression et le déclin prit fin lors d'un événement qu'on peut probablement qualifier de plus important de toute l'histoire de l'humanité, l'apparition de l'Empereur sur Terra. La Grande Croisade. Comme je viens de le dire, l'Empereur est probablement l'être le plus important de tout 40K. Je vais donc le décrire avant de décrire comment il a rallié l'humanité derrière lui. Pour faire simple, l'Empereur est un dieu. Alors, pas dans le sens de la plupart des religions monothéistes actuelles, pour lesquelles le dieu unique serait omniscient, omnipotent et à l'origine de tout. Dans l'univers de 40K, quand on parle de Dieu, on parle d'un être surpuissant, mais pas omnipotent. D'ailleurs, cela vaut aussi pour les 4 dieux du chaos, dont on a déjà parlé. Pour présenter la chose de manière plus rationnelle, l'empereur est censé être l'apogée de l'évolution de l'humanité. C'est le plus puissant des psykers humains, et sa force mentale n'a d'égal que ses capacités hors du commun. Par exemple, il est capable de choisir sa taille, allant d'un humain normal à un colosse dominant n'importe quel champ de bataille. Autre exemple, il est ce qu'on appelle un perpétuel, c'est-à-dire un être humain virtuellement immortel,
Il est capable de guérir des pires blessures physiques, pour certains perpétuels, même une désintégration totale ne les tue pas, et en cas de mort, il se réincarne quelque part dans la galaxie. Vous l'avez compris, ce n'est pas un simple humain qui est monté au pouvoir. C'est un dieu parmi les hommes qui a décidé de se servir de son immortalité et de ses nombreux talents à la poursuite de son idéal, la conquête de la galaxie par l'humanité en tant que seule espèce dominante. Ainsi donc, l'empereur a élaboré un plan pour sauver l'humanité. Il a d'abord passé du temps dans des laboratoires secrets sous l'Himalaya afin d'utiliser ses connaissances en manipulation génétique pour créer deux types de super soldats. Les premiers sont les custodes, qui étaient, et sont encore aujourd'hui, la garde d'élite de l'empereur et les plus puissants soldats de l'humanité. Les seconds étaient les Thunder Warriors, des humains augmentés, très puissants, mais habités par une rage qui les rendait incontrôlables, et également accablés par une espérance de vie limitée. À l'aide de ces armées fraîchement créées, l'empereur passa de nombreuses années à reconquérir Terra aux mains des technobarbares, avant de finalement réussir et d'établir Terra comme la capitale de l'impérium de l'humanité, le nouveau bastion d'espoir à travers les ténèbres de l'âge du conflit. Avant de passer à la prochaine étape de son plan, l'empereur chargea les custodes de tuer tous les Thunder Warriors restants, car ils étaient trop instables. Il s'inspira néanmoins de son travail sur les Thunder Warriors pour son nouveau projet d'armée, les Space Marines. Afin de conquérir les étoiles, l'empereur élabora un plan ambitieux. Il créa 20 êtres humains en se basant sur son patrimoine génétique, ce qui fait d'eux ses fils. Ces fils de l'empereur sont nommés les primarques, et si l'empereur est à considérer comme un dieu, il faut les voir eux comme des demi-dieux, prévus pour être les généraux ultimes des armées de l'empereur. Il créa chacun d'eux avec une particularité qui lui était propre, et une idée bien précise. Le code génétique de chacun de ses fils serait ensuite utilisé pour créer un nouveau modèle de super soldat, qui, comparé à des humains normaux, serait plus grand, plus fort, plus résistant, et ne connaîtrait pas la peur. Vous l'avez deviné, ce sont les Space Marines. Les Space Marines seraient ensuite organisés en légions, et chaque légion serait sous le commandement d'un des primarques. Évidemment, tous les Space Marines d'une même légion découleraient directement du code génétique de leur primarque, faisant ainsi d'eux les fils de leur primarque, de la même manière que les primarques sont les fils de l'empereur. Malheureusement, alors que l'empereur travaillait sur la création des Space Marines, les dieux du chaos usèrent de leur magie pour subtiliser les primarques et les répandre aux quatre coins de la galaxie. Ce fut un coup dur pour l'empereur, mais il réussit à finir de créer les différentes légions de Space Marines à l'aide du patrimoine génétique de ses fils, et il prit lui-même la tête de toutes ses armées pour une guerre de reconquête nommée la Grande Croisade. La Grande Croisade est un sujet à part entière, qui mériterait non pas une seule vidéo, mais toute une série. Donc on va faire court. Pour simplifier, on peut résumer la Grande Croisade en l'empereur va de système en système pour reconquérir les mondes perdus de l'humanité et retrouver ses fils. Au fil des années, de plus en plus de mondes rejoignent l'Imperium, et à chaque fois qu'il retrouve un de ses fils, l'empereur le met à la tête de la légion qui lui appartient. Au bout d'un moment, l'empereur a retrouvé tous ses fils, sauf deux qui sont vraiment perdus, et confie à Horus, le plus charismatique d'entre eux, le commandement de la Grande Croisade, tandis que lui-même rentre sur Terra pour travailler sur un projet qui permettrait à l'humanité de voyager sans passer par le Warp, limitant ainsi de nombreux dangers. Malheureusement, Horus va être manipulé par les dieux du chaos et se retourner contre son père. Grâce à son charisme, il réussit à convaincre la moitié de ses frères de le rejoindre, et c'est ainsi que la moitié des légions de Space Marine se sont retournées contre l'Imperium lors d'un événement appelé l'hérésie d'Horus. Le point culminant de ce conflit est le siège de Terra par les traîtres, qui se terminera par un affrontement entre l'empereur et Horus, dont les pouvoirs étaient démultipliés par les 4 dieux du chaos en même temps. Au terme de ce combat, l'empereur va réussir à détruire Horus, mais en retour, ce dernier va lui asséner un coup qui affectera non seulement son corps, mais aussi son âme. Mortellement blessé, le dernier acte de l'empereur sera de s'installer sur le trône d'or,
une machine datant de l'âge d'or de l'humanité est située en plein cœur du palais impérial. Cette machine permet de le maintenir en vie et de garder son esprit actif dans le warp. À l'aide de ses pouvoirs, l'esprit de l'empereur guide les vaisseaux dans le warp et lutte à chaque instant pour refermer les nombreuses failles warp qui se forment dans toute la galaxie. L'âge de la stagnation. Suite à l'échec de l'hérésie d'Horus, les traîtres fuirent et se réfugièrent dans l'œil de la terreur, une gigantesque faille warp au centre de la galaxie. Les Space Marines furent réorganisés par Roboute Guilliman, primarque de la Légion des Ultramarines. Au passage, ce sont des Ultramarines qu'on joue dans Space Marine 1 et 2. Ce Roboute Guilliman rédigea le Codex Astartes, un code qui résume l'organisation et les tactiques qui doivent être suivies par les Space Marines après l'hérésie d'Horus. Le plus gros changement apporté par le Codex Astartes fut la réorganisation des légions de Space Marines, auparavant fortes d'1 million d'hommes, en chapitres de 1000 hommes, dans le but qu'il n'existe plus de force assez puissante pour menacer l'Imperium si jamais elle venait à le trahir. Tout ce qui suivit ne fut que déclin pour l'Imperium. Les primarques loyalistes disparurent les uns après les autres, certains tués pendant l'hérésie d'Horus, d'autres partant dans des quêtes personnelles pour ne jamais revenir, et les derniers mortellement blessés lors de combats d'anthologie et placés en stase dans l'espoir qu'ils se réveillent un jour. Sans empereur ni primarque pour les guider, les humains tombèrent dans le fanatisme et l'obscurantisme. Une religion naquit pour vénérer l'empereur comme un dieu, chose qu'il avait toujours interdit de son vivant, et tous les rouages de l'Imperium se mirent à rouiller les uns après les autres. Pendant 10 000 ans, l'Imperium lutta pour sa survie. Attaqué sur tous les fronts, ses frontières peu à peu grignotées par des hordes d'aliens et de démons, ne désirant rien de plus que la disparition de l'humanité. L'âge Indomitus. Il s'agit de l'âge actuel de 40K, et je vais simplement en présenter les éléments principaux pour que vous ayez une idée de ce à quoi ressemble le présent de 40K. Après 10 000 ans de survie balbutiante, l'Imperium fut séparé en deux par une faille warp lors d'une incursion démoniaque particulièrement dévastatrice. Alors que tout semblait perdu, l'Imperium fut néanmoins témoin d'un miracle, sous la forme de la résurrection de Roboute Guilliman, qui avait été blessé par l'un de ses frères devenu un démon, puis placé en stase dans l'espoir de le voir se réveiller un jour. La spécialité de Guilliman étant l'organisation, il devint le nouveau régent de l'Imperium, et, fort d'un nouveau dirigeant digne de ce nom, l'Imperium eut un regain de vigueur. Un nouveau type de Space Marine fut inventé, nommé les Primaris, qui sont encore plus résistants que les Space Marines classiques. D'ailleurs, au début de Space Marine 2, on assiste à la transformation de notre héros en Primaris. Réarmé et sous la gouvernance de Guilliman, l'Imperium connaît actuellement une ère d'espoir comme il n'y en a pas eu depuis la disparition de l'Empereur. Cependant, la guerre fait rage de tous les côtés, et chaque jour qui passe, l'Imperium est menacé de disparition. Les armées impériales luttent pour la survie de l'humanité, alors que les forces hostiles sont plus que jamais déterminées à en finir avec les humains, mais ça, ce sera une histoire pour une prochaine fois. Ainsi s'achève ce premier épisode de Deep Lore. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce à quoi ressemble l'univers de 40K. Je ne sais pas encore sur quoi portera le prochain épisode. Ainsi, n'hésitez pas à me demander en commentaire des détails sur les nombreux points qui ont été balayés dans cette vidéo, et je ferai selon vos envies. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Deep Lore. À bientôt!